Les hommes sont depuis toujours fascinés par la Lune. Elle leur a longtemps paru inaccessible. Déployant des trésors de technique, de science et de volonté, ils sont parvenus à prendre pied sur notre unique satellite. Une aventure épique qui a tenu les terriens en haleine. Et puis, plus rien. L'homme a déserté la Lune depuis près de 40 ans. Mais cette courte idylle va bientôt renaître. La Lune va redevenir la destination favorite des astronautes. La NASA projette d'y implanter une base permanente habitée en 2019 pour y tester toutes les technologies et procédures avant d'entreprendre le grand voyage vers Mars. C'est le commencement d'une présence humaine à long terme sur la Lune. Mais on est toujours dans l'esprit des pionniers et ce sera encore très dangereux. Les grandes manœuvres ont déjà commencé, sur Terre. Pour le moment dans des endroits qui ressemblent étonnamment à la Lune. La NASA a lancé un très ambitieux programme, baptisé Constellation, qui doit étudier tous les aspects de ce retour des hommes sur la Lune. Un des objectifs de Constellation consiste à valider les scénarios et les outils qui vont permettre aux scientifiques de mener à bien leurs expéditions. C'est entre autres à Pascal Lee, spécialiste de la géologie des planètes, que la NASA a confié cette mission. Il se prépare à emmener une équipe de 30 personnes dans un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre. J'ai vécu en de nombreux lieux sur Terre. Je suis né à Hong Kong, j'y ai passé mon enfance. Puis j'ai étudié en France dans un pensionnat près de Paris. Je suis allé à l'université à Paris. Mais le programme spatial est vraiment ici, en Amérique. La NASA a un programme ambitieux pour envoyer l'homme sur la Lune et ensuite sur Mars. Ici, c'est un endroit où un rêve comme celui d'aller sur la Lune peut devenir une réalité. Nous allons chaque année dans le Grand Nord canadien, sur l'île de Devon. Et cette année, on va y faire une grande campagne de tests. On va progresser non seulement en ce qui concerne Mars, mais surtout sur les techniques d'exploration de la Lune. Nous allons tester des scaphandres et aussi des stratégies d'exploration de la surface lunaire avec des véhicules tout-terrain pressurisés. Et c'est ici que tout commence. Devon Island est la plus grande île inhabitée au monde. Située à 1000 km à peine du pôle Nord, cette île hostile intéresse beaucoup les agences spatiales, en raison des similitudes topographiques qu'elle présente avec la surface lunaire. Dernière étape dans le monde des terriens ordinaires, Resolute Bay. Cette ville inuite est l'ultime point de ravitaillement des aventuriers sur la route du pôle Nord. De là, les scientifiques prennent un vol spécial pour rejoindre l'île de Devon et retrouver l'équipe de Pascal Lee qui les a précédés. Charles Frankel est venu s'essayer au rôle de géologue lunaire. Au cours de ces 3 semaines de séjour, il va vérifier si le futur scaphandre répond bien aux besoins des scientifiques qui exploreront la Lune. Il retrouve les paysages magnifiques et désolés de l'île de Devon. C'est son 2e séjour sur ce petit morceau de Lune perdu dans l'Arctique. Hé Pascal, quelle joie de te revoir. Ça me fait plaisir de te revoir, Tom. Super de te revoir, man. Tous les visiteurs de la base de l'île de Devon, nom de code HMP, sont logés à la même enseigne. Ils dormiront dans des tentes posées à même le sol gelé. La base HMP est organisée en étoiles pour que nous puissions passer d'un module à l'autre sans avoir à sortir. C'est construit avec des unités modulaires qui partent d'un même point central. Nous organiserons de la même façon une base sur la Lune ou sur Mars.
Cette tente ici est la tente des communications. Grâce aux satellites, la salle de communication est reliée au reste du monde en permanence. C'est ici que s'effectuent les échanges de données avec la NASA. Lors des simulations d'exploration, cette salle joue le rôle du contrôle-sol et coordonne les équipes sur le terrain. Alpha, ici la base, compris. Avancez prudemment et continuez. Terminé. Sur l'île de Devon, Andrew Abercrombie représente la NASA. Son rôle est de veiller à ce que les tests se déroulent bien en accord avec le très pointilleux cahier des charges du programme Constellation. Le scénario privilégié actuellement prévoit l'installation d'un avant-poste au pôle sud de la Lune, sur le bord du cratère de Shackleton, de la même taille que le cratère Octon où nous nous trouvons actuellement. C'est donc la salle de bain et la douche? Oui. Et vous avez de l'eau chaude? Oui. Waouh. Il y a de l'eau chaude à volonté chauffée au propane. Ça me rassure. Ici, nous évacuons toute notre urine vers Resolute. Nous brûlons tous les autres déchets sur place. Sur la Lune, nous allons devoir tout recycler en mettant les déchets dans des réservoirs pleins d'algues et laisser les algues tout filtrer pour récupérer ensuite de l'eau propre. Là-bas, c'est le village de Tente. Nous avons choisi de l'éloigner de l'endroit où nous gardons la nourriture au cas où un ours polaire passerait par là. Ah oui. Les ours polaires iront là où est la nourriture et pas vers le campement. Du moins, je l'espère. C'est ça, oui. Ici, c'est la zone médicale. Jean-Marc Comtois fait de la télémédecine et il est également le médecin de la base. Alors, cet environnement de Devon, ça nous permet de faire des choses, de se poser des questions qu'on n'y aurait même pas pensé si on était dans un laboratoire à Montréal ou à Paris. On réapprend à explorer. Jean-Marc Comtois expérimente à Devon des technologies de pointe qui seront indispensables sur la Lune. Il faudra qu'un médecin puisse opérer depuis la Terre un astronaute malade ou blessé qui se trouve dans la base lunaire, en télécommandant les outils chirurgicaux. Je vois ça comme la base lunaire des années 2050. Si on a besoin de quelque chose, on ne peut pas aller au magasin du coin pour en acheter. Ici, sur l'île de Devon, le terrain est très semblable à celui de la Lune. C'est une bonne simulation de la Lune. C'est un bon tremplin. Ici, nous pouvons faire des essais. Et pour être sûr que tout va bien marcher sur la Lune, nous devons d'abord avoir la certitude que le matériel peut fonctionner dans l'un des endroits les plus rudes de la Terre. Les astronautes ont une autre très bonne raison de considérer l'île de Devon comme un excellent analogue de la Lune. On y trouve un des cratères d'impact les mieux conservés sur Terre. Or, sur la Lune, le lieu qui a été choisi pour installer la base habitée permanente est également un cratère. Un cratère aussi immense que celui de Hutton, où se rendent Pascal Lee et Charles Frankel. Alors tu vois, on est à 10 000 à l'heure, donc à peu près 16 km/h. C'est considéré comme étant la vitesse maximale sur la Lune pour un rover pressurisé. D'accord. Alors ici, tu vois, c'est comme si on sortait de l'ombre d'un cratère vers sa crête illuminée. Donc là, le contraste sur la Lune serait saisissant parce que tu sors, il fait moins 200 et des poussières à l'ombre et tu arrives à plus 100. Absolument. Donc en une seconde, tu fais 300 degrés de... On ne sait pas comment s'habiller en fait sur la Lune. Alors tu vois, ici on a une vue de l'ensemble du cratère d'impact, des 20 km de diamètre du cratère Hutton. D'accord. Donc impact d'astéroïdes ou de comètes, on ne sait pas d'ailleurs. Ça s'est produit, on pense, il y a 39 millions d'années. On ne sait pas à quelle vitesse, bien sûr, elle a frappé. En général, en vitesse moyenne, elle est de l'ordre de 15 à 20 à 25 km par seconde. L'énergie dégagée par l'impact est comparable à l'explosion de plusieurs bombes nucléaires. Sous l'onde de choc, l'atmosphère est soufflée. Le sol se liquéfie et se transforme en lave. Le cratère se forme en quelques dixièmes de seconde. Donc ça, c'est un cratère d'impact de 20 km de taille. Et ce qui vous intéresse, d'un point de vue lunaire, c'est qu'il est de la même taille que Shackleton. Sur la Lune. Shackleton, c'est un cratère de 19 km, très très près du pôle sud de la Lune. Et c'est là où la NASA et les partenaires internationaux ont l'intention d'établir une base lunaire. Le cratère de Shackleton sur la Lune intéresse beaucoup la NASA.
Grâce à sa situation au pôle sud, le fond du cratère est constamment plongé dans l'ombre, tandis que sa crête est toujours ensoleillée. Un avantage indéniable pour y installer les panneaux solaires. Il abrite peut-être aussi des fragments de comètes, de la glace piégée dans le sol, une réserve d'eau sur place. Voilà qui intéresserait beaucoup les futurs explorateurs. De l'eau pour boire, faire pousser des plantes, mais aussi extraire de l'oxygène et de l'hydrogène pour alimenter la base en air et en carburant. Si c'est le cas, c'est effectivement une ressource phénoménale. Sur la Lune, ce serait vraiment le scoop. Toutes les roches lunaires sont sèches comme c'est pas possible d'ailleurs. On va plus loin? Oui. Le rôle des géologues dans toutes les missions d'exploration scientifique contemporaine est primordial. La géologie permet de comprendre la formation des reliefs, la composition des sols et leur histoire. C'est la clé qui permet de comprendre l'histoire des planètes. Les roches sont comme des livres qui racontent une histoire. Quand il regarde la Lune, un géologue n'y voit pas un simple tas de rochers, mais plutôt une bibliothèque. J'avais décidé d'aller sur la Lune. Je me suis dit qu'être géologue me donnerait de meilleures chances d'y arriver. Un bon spécialiste en fusée, on va plutôt le garder sur Terre. Alors que comme géologue, il y a de meilleures chances qu'on m'envoie là-bas ramasser des cailloux. Parmi les 12 hommes qui ont marché sur la Lune, un seul, Harrison Schmitt, n'était pas issu de l'armée américaine. Cet astronaute civil était d'abord un géologue. Ses exploits lunaires ont fait de lui une légende parmi les scientifiques. Il est aussi le seul à avoir relevé sa visière au risque d'endommager ses yeux pour contempler les vraies couleurs du sol de la Lune. Il est certain qu'avec les prochaines missions d'exploration de la Lune et plus tard de Mars, les géologues auront d'autres occasions de faire parler d'eux. Retour à la base pour nos explorateurs. Comme ce sera le cas pour la future expédition lunaire, l'alimentation de l'équipe de Pascal Lee est un enjeu primordial, car aucune ressource n'est disponible sur l'île de Devon. La logistique est un casse-tête, mais on ne peut pas mettre n'importe quoi dans les assiettes des explorateurs. Des études ont montré que la qualité de l'alimentation peut affecter leur état psychologique et leur performance. Mais la perspective de voyage de longue durée loin de la Terre a excité l'imagination des scientifiques, des ingénieurs et même des agronomes. L'idée de pouvoir produire sur place des aliments frais présente de nombreux avantages. Mais c'est un défi technologique de plus pour les ingénieurs. Cette serre sur Devon préfigure ce que sera la serre de la base lunaire. Elle fonctionne de manière autonome, gérée à distance. Les plantes y poussent sans terre, puisant directement dans un liquide nutritif. C'est de la culture hydroponique. Le meilleur argument en faveur des serres et des plantes, c'est le bénéfice psychologique à voir des végétaux pousser. Cela nous rattache à la vie sur Terre. C'est un peu comme avoir son animal de compagnie dans l'espace. Dans des environnements aussi inhospitaliers que l'île de Devon ou la Lune, l'équilibre psychologique des hommes est soumis à rude épreuve. Les psychologues pensent que le contact avec la vie végétale ou animale est un bon antidote au risque de dépression. D'ailleurs, Pascal s'est fait accompagner par Ping Pong dans cette mission. Ping Pong, c'est sa chienne qui ne le quitte jamais. L'aventure spatiale, et particulièrement la présence des hommes sur la Lune, tiennent pour beaucoup à un des éléments les plus complexes de l'arsenal des astronautes, le scaphandre spatial. C'est le domaine de Tom Chase, ingénieur spécialisé dans l'élaboration des scaphandres. La société pour laquelle il travaille détient une expertise exceptionnelle. Elle fournit les combinaisons aux astronautes qui travaillent à bord de la Station spatiale internationale. Je me souviens des missions Apollo et je me souviens de Neil Armstrong posant son pied sur la Lune. On séchait l'école pour regarder cela sur la télé en noir et blanc. Et c'était fantastique. À cette époque, je me souviens d'avoir dessiné d'innombrables scènes d'alunissage de fusées et d'astronautes. Je me disais, waouh, ça pourrait être vraiment génial de faire ça. La raison pour laquelle je suis ici au Octon Mars Project est d'aider à la mise au point des combinaisons spatiales. Ma compagnie a fourni des prototypes.
Les combinaisons ont été conçues pour tester quelques éléments réels et le reste n'est là que pour la simulation. Hey, tu es mignon comme ça. On devrait faire venir les filles. Il faut bien comprendre qu'un scaphandre spatial n'est pas un vêtement. C'est un système très complexe qui assure les fonctions vitales, la protection contre les radiations, les communications, un ordinateur. C'est en fait le plus petit vaisseau spatial existant. Il permet d'explorer des endroits qui, sans lui, seraient mortels. C'est le dernier rempart entre vous et le reste de l'univers. Grâce à ce prototype de scaphandre, Tom cherche à mieux comprendre les besoins des scientifiques en termes de fonctionnalité et d'ergonomie lors de leurs travaux hors des véhicules, appelés dans le jargon des astronautes EVA, pour Extravehicular Activities. Sur la Lune, c'était très difficile de se pencher pour ramasser une roche. D'autant que les combinaisons spatiales d'Apollo ressemblaient à un ballon gonflé. Pour plier les genoux, il fallait lutter contre la résistance du scaphandre. Ce que nous avons appris, c'est que le problème n'est pas le poids du scaphandre, mais le placement du centre de gravité qui rend la combinaison difficile à manœuvrer. Nous espérons que les futures combinaisons sur lesquelles nous travaillons seront beaucoup plus maniables. D'Apollo à Constellation, les progrès sont flagrants. Les nouveaux scaphandres sont beaucoup plus ergonomiques. À partir d'une base commune, ils sont adaptables selon les tâches envisagées par les explorateurs. Sous l'œil attentif de Tom, Charles est en train de vivre un moment qu'il espérait depuis longtemps. C'est sa première expérience de géologue en scaphandre. Eh bien, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris en suivant nos géologues durant leurs expérimentations. En fait, les géologues veulent grimper aux escarpements les plus élevés et casser de gros rochers pour prélever leurs échantillons. Ils ne sont pas intéressés par ce qui est déjà fendillé ou tombé au sol. Donc, nous devons leur fabriquer un équipement avec des bottes robustes pour grimper et une bonne flexibilité générale pour qu'ils puissent aller là où ils veulent. Voilà quel est notre défi. Charles redécouvre les gestes de base de son métier. Manier un marteau, casser un caillou, le mettre dans un sac d'échantillons. Autant de gestes routiniers pour le géologue expérimenté. Mais cette fois, enfermé dans un scaphandre disposant d'une quantité d'oxygène limitée, il doit repenser chacun de ses gestes et revoir ses objectifs en permanence. Sans doute genre... Chaque expérience est suivie d'un débriefing, afin de recueillir à chaud les informations qui vont ensuite permettre la mise au point de procédures et de scénarios d'exploration précis. Donc je faisais les choses robotiquement et j'avais pas l'œil d'un géologue. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'équipement, d'outils scientifiques? Est-ce que tu étais à court de sac, par exemple? Alors j'étais pas à court de sac, j'avais un problème de taille de sac. J'avais soit les petits sacs, qui étaient très bien, soit j'avais des très gros sacs, mais il m'aurait fallu une taille intermédiaire. Un sac un peu comme... Ça c'est la taille idéale pour moi. Le sac d'échantillons est un grand classique de la géologie. Il faut pouvoir mettre une roche intéressante à l'abri dans un sac bien identifié. Un geste apparemment simple, mais difficile à effectuer avec des gants et une pesanteur réduite. Est-ce qu'un quart d'heure au sol te paraît suffisant? Un quart d'heure, c'est frustrant. Non, un quart d'heure, c'est très très frustrant parce que tu fais ce qu'on t'a demandé de faire, c'est-à-dire photographier convenablement les roches avant de les prendre, photographier le site après. Et ensuite, je n'avais pas de temps pour aller voir s'il y avait des choses intéressantes par la suite. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire ton travail correctement? Ça, c'est un entraînement. C'est une chose tout bête qui ne se reproduira pas. C'est par exemple, l'appareil photographique. Je ne savais pas l'utiliser correctement. Il était par exemple en mode flash et je voulais faire un panoramique pour commencer. Et donc, il rechargeait ses batteries pendant le flash pendant 30 secondes. Oui. Et donc ça, c'était très frustrant. Donc j'ai perdu 4-5 minutes sur une EVA de un quart d'heure. C'est énorme. Alors ça, c'est intéressant parce que si effectivement la durée de l'EVA de la sortie était limitée de façon stricte, à ce moment-là, évidemment, un retard initial précipite tout le reste. Si tu te prends 5 minutes dans la vue au début avec un problème de genre, c'est la panique pendant tout le reste. Un quart d'heure me semble trop court et frustrant. Une demi-heure, à mon avis, 20 minutes à une demi-heure est un minimum. C'est un très beau résultat tout ça, Charles. C'était très productif. C'est vraiment du bon travail. Pascal va transmettre aux ingénieurs de la NASA les remarques de Charles. Pour mettre au point des outils adaptés aux utilisateurs, le retour d'expérience depuis le terrain est indispensable. Le labo et les simulations informatiques ne sont pas suffisants pour concevoir le scaphandre des géologues qui vont explorer la surface de la Lune. Mais les géologues veulent aussi savoir ce qui se passe dans le sous-sol. Depuis longtemps, Brian Blass rêve de leur fournir l'outil qui permettra de percer les secrets du sous-sol lunaire. Je me souviens d'Harrison Schmitt lors d'Apollo 17, le premier géologue sur la Lune.
Quelqu'un qui réunissait en lui la géologie et l'exploration de l'espace. Pour moi, c'est le type même du pionnier. Brian et sa collègue Joanna sont en train de tester une foreuse un peu spéciale, qui, si elle est aussi performante qu'ils l'espèrent, ira sur la Lune. Le sol de la Lune est en effet dur comme l'est le sol constamment gelé de Devon, le pergélisol. Joanna et Brian veulent doter les futurs explorateurs d'une foreuse peu gourmande en énergie et entièrement automatisée. Une manière d'économiser le temps des astronautes et d'améliorer leur sécurité. Les astronautes ne peuvent pas rester les bras croisés en attendant que ça se termine. Il faut que la foreuse soit autonome, capable de faire un trou toute seule pour nous apprendre ce qui se trouve sous la surface. C'est entièrement automatique. Avec la seule énergie que consomme une ampoule de 50 watts, la foreuse de Brian et de Joanna s'approche au bout de quelques jours de leur objectif. 2 mètres, nous avons réussi! Yeah! Une performance qui sera très précieuse pour les astronautes et une récompense pour les chercheurs qui commencent à souffrir de leur isolement sur l'île de Devon. Entre les conditions ici et la mission que nous menons, j'ai été sur une montagne russe émotionnelle tout le temps. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est très stressant parce que nous n'avons pas notre boîte à outils complète, pas d'atelier. Nous devons nous débrouiller avec ce qui est disponible ici. Aussi, quand nous trouvons une solution, c'est une vraie victoire et travailler ici amène de grosses satisfactions. Une autre récompense attend les habitants de l'île de Devon. Pendant les 3 mois d'été au cours desquels les scientifiques viennent travailler, le soleil ne se couche jamais. La base HMP ne connaît donc jamais l'obscurité, sauf aujourd'hui. 30 secondes. En effet, 1 ou 2 fois par siècle, le ballet que dansent la Lune et la Terre offre aux rares visiteurs quelques minutes de nuit noire. Une éclipse totale de soleil. Je peux la voir. Tout là-haut. Je peux la voir. La phase d'obscurité n'a duré que quelques minutes. Les réjouissances ont été courtes et la base retrouve son activité habituelle. Au programme, des études physiologiques sur la consommation d'oxygène des astronautes pendant les sorties extravéhiculaires. Marcelo, spécialiste des radiations, va jouer le rôle de cobaye. Je m'en souviens encore en 1965. J'étais tout petit. En Argentine, nous avons vu une des capsules Gemini qui volait dans le ciel. Je n'oublierai jamais cette image d'une petite étoile au-dessus de nous, très très loin. Et depuis, c'est toujours en moi, comme si un virus m'avait infecté et n'était jamais parti. Le GPS est en marche. Ok, nous allons l'activer. Allons au point de départ. On y est. 3, 2, 1, vas-y. Marcelo fait une simulation de marche forcée pour estimer les variations de son rythme cardiaque et de sa consommation en oxygène en fonction de la difficulté du terrain. C'est important parce que sur la Lune, on suivait leur rythme cardiaque pendant la sortie et on s'est rendu compte qu'ils étaient complètement épuisés, leur cœur battait à 180-200 et la NASA, Houston, a dû leur demander de revenir. Okay, the commander oxygen running a little low. He's using a little more than normal. He's using a little more than normal, and we use a little more than normal as a press integrity check. And might run a little short of 7 hours. Ils montent tellement en pulsation, c'est généralement qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Et ça, psychologiquement, c'est grave, parce qu'on a une situation d'échec. Donc il faut intégrer tout ça. Grâce au test de Marcelo, les scientifiques vont maintenant pouvoir établir un modèle mathématique pour estimer les besoins en oxygène lors d'une marche avec les nouveaux scaphandres de la mission Constellation. Il faut envisager une panne d'un rover qui obligerait les astronautes à rentrer à pied à la base. Mais ce n'est pas la seule contribution de Marcelo à la bonne santé des explorateurs spatiaux. Il se promène tout autour de la base avec un curieux bagage. Ce cylindre en métal abrite un dosimètre, un appareil qui mesure la quantité de radiation ambiante. L'objectif premier est de vérifier que les scientifiques et le personnel de la base ne sont pas exposés à des radiations dangereuses pendant leur séjour à Devon. Ensuite, ils cherchent à s'assurer que ce type d'appareil pourra être utile aux astronautes sur la Lune. Ils devront à coup sûr faire face à des risques d'irradiation beaucoup plus élevés que sur la Terre.
On trouvera ce type d'instrument dans l'avant-poste lunaire et probablement dans le rover pressurisé. Les risques qu'encourront les astronautes seront très élevés. Des mutations génétiques bénignes au cancer foudroyant. Si on a une très haute dose d'irradiation, on peut se retrouver avec des cas de mortalité assez rapidement dans les 24 à 48 heures, si c'est une dose très élevée. En cas d'éruption solaire, des particules mortelles pourront atteindre la Lune. Les habitants de la base devront s'abriter. La brièveté des missions Apollo et les observations des astrophysiciens avaient permis d'éviter d'exposer les astronautes aux tempêtes solaires. Il y a un autre danger, apparemment anodin, mais capable de mettre hors service les équipements vitaux des astronautes. Il y a une sacrée couche de poussière sur la Lune. En fait, elle est due à toutes ces météorites qui s'écrasent et qui pulvérisent les roches. On a une couche qui fait souvent plusieurs mètres d'épaisseur. C'est une poussière extrêmement fine, qui fait moins d'1 micron de taille, c'est-à-dire la taille de bactéries. C'est très abrasif. Et vous en respirerez quand vous rentrez dans votre habitat avec vos échantillons. Vous avez de la poussière de votre scaphandre, vous en aurez partout. C'est très mauvais pour les joints d'étanchéité, par exemple des sas, quand vous devez refermer les portes. C'est mauvais pour l'électronique. Ça sera un gros problème sur la Lune. Les nouveaux scaphandres de Constellation vont grandement aider à garder la poussière à l'extérieur de la base. Avec eux, plus de sas ni de porte. Le scaphandre vient s'encastrer directement dans la paroi du module et reste à l'extérieur. L'astronaute en sort par une ouverture dorsale. C'est mon pisteur GPS. J'ai préenregistré une sortie extravéhiculaire autour du campement et je vais essayer de suivre ce trajet. Sous sa combinaison, Marcelo est bardé de capteurs. Il veut obtenir des nouvelles données pour estimer les dépenses énergétiques de son organisme au cours d'une sortie extravéhiculaire. Je pense que c'est la première fois qu'on mesure à Devon les dépenses corporelles avec une combinaison spatiale. Si tu n'as plus de circulation d'air, dis-le-moi immédiatement, parce que ça pourrait être vraiment grave. Ouais, fais comme ça, n'importe quoi, agite les bras, assieds-toi comme tu veux. D'accord? Ok, tu es prêt à partir? Cette fois, Marcelo est en situation réelle, puisqu'il porte un scaphandre. En combinant les nouvelles données avec celles qu'il avait déjà collectées lors des marches forcées sans scaphandre, Marcelo va pouvoir déterminer un coefficient très utile pour prévoir les consommations énergétiques des astronautes grâce à un simple calcul. Les scientifiques pourront alors mieux anticiper les problèmes liés à la consommation d'oxygène, à la gestion des rejets de CO2 ou à la condensation dans l'espace confiné du scaphandre. Tom, tu me reçois? Oui, je te reçois. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu te dépenses beaucoup là-dedans. Tu as pas mal de buée. Le ventilateur fonctionne toujours? Ok, j'essaie d'améliorer ça. La formation de buée est un problème auquel les astronautes sont confrontés depuis toujours. Même si les scaphandres actuels sont des bijoux de technologie, on n'a pas trouvé mieux que du savon liquide pour empêcher la formation de buée dans la visière. Haute technologie, hein? Ça va, Marcelo? Doucement. Fais attention à ton visage en passant. Prêt? Chaque scaphandre est une pièce unique qui nécessite des ajustements sur le terrain pour pouvoir fonctionner comme les ingénieurs se l'étaient imaginé. Si tu as un mal de tête, même minime, hein, fais-le-moi savoir et nous ferons une pause. Après quelques corrections électroniques, le ventilateur redémarre. Marcelo peut enfin reprendre sa sortie extravéhiculaire, presque comme sur la Lune. Copy that. I guess you believe we're here now, huh? Now we believe here. We see you in person. That's beautiful. This has got to be one of the most proud moments of my life, I guarantee you. C'est vraiment une expérience extraordinaire ici, sur l'île de Devon. Lorsqu'on passe la combinaison spatiale et qu'on regarde le paysage, on est transporté loin de la Terre, vers une autre planète, physiquement mais aussi spirituellement. La fin du court été polaire approche. Les températures vont bientôt descendre jusqu'à -60. C'est ça l'Arctique? Dommage, j'avais compris Cancun. Dans quelques jours, la neige aura fondu, mais il ne faut plus tarder pour lancer la dernière opération. Une grande simulation d'exploration lunaire, avec 2 véhicules. Pascal et son équipe sont en train de peaufiner le scénario de la simulation demandée par la NASA.
c'est important qu'avant tout, nous soyons bien d'accord sur l'importance scientifique des différents objectifs. Les similitudes entre le cratère de l'île de Devon et celui de Shackleton sur la Lune offrent l'opportunité d'une répétition générale de l'arrivée des premiers astronautes sur la Lune. Vous voyez, c'est seulement une ébauche de réflexion sur ce que nous pouvons envisager comme sortie extravéhiculaire. Le premier SPR quitte la base, le premier jour. L'expédition autour du cratère de l'île de Devon va être l'occasion de vérifier le scénario de la NASA. Lancer 2 véhicules pressurisés qui vont chacun parcourir la demi-circonférence du cratère avec, si tout va bien, des retrouvailles après 2 jours de raid. Ici, ce sera le point de rencontre avec le deuxième véhicule. C'est un bon point de repère. Ça ressemble au bord d'un cratère lunaire, à l'ombre. À l'origine, ce devait être un canyon. Ce scénario obéit à des principes de sécurité et d'efficacité. On peut couvrir une plus grande surface, et si l'un des rovers est en difficulté, l'autre peut venir à son secours. De grands progrès ont été accomplis depuis la mythique Jeep d'Apollo, très rudimentaire. Cette Jeep n'offrait aucune protection aux astronautes, et les déplacements qu'ils effectuaient à son bord étaient de véritables sorties extravéhiculaires. Aujourd'hui, la NASA élabore un nouveau véhicule avec un habitacle pressurisé. Il possède ses propres réserves d'oxygène. Les astronautes peuvent enlever leur scaphandre et se reposer pendant les trajets. Ok les amis, donc d'abord nous allons essayer de réunir tout ce qu'il nous faut pour réussir cette exploration. Nous allons passer en revue la liste. Il nous faut des radios, une trousse de premiers soins, des armes à feu, de la corde pour remorquer les quads, des roues de secours. Tout le monde participe à l'expédition. Le groupe est partagé en 2 équipes pour reproduire le scénario imaginé par la NASA. Au programme de l'expédition, des sorties extravéhiculaires dans 4 sites pour chaque équipe, repérées à l'avance sur les photos satellites. L'équipe Alpha est constituée autour du Humvee piloté par Pascal et Andrew. Ils sont escortés de 3 quads et partent vers l'ouest. L'équipe Bravo, sous la direction de Charles et Brian, est composée de 6 quads et part vers l'est. Le rendez-vous est fixé dans 2 jours de l'autre côté du cratère. 2 jours pendant lesquels il faudra parcourir une centaine de kilomètres en respectant la vitesse maximale des rovers lunaires, 10 km à l'heure. De toute façon, sur Devon, mieux vaut rouler doucement, car il n'y a aucune route et les pistes s'arrêtent à quelques kilomètres de la base. Une des choses les plus extraordinaires sur l'île de Devon, c'est que si l'on passe quelque part pour la première fois, il y a de fortes chances pour qu'on soit vraiment le premier à y être allé. Alpha, et si la Terre? Tout au long de leur périple dans les territoires désolés de l'île de Devon, les 2 équipes sont en contact radio avec la base HMP. Exactement comme des astronautes explorant la Lune seront reliés par radio à la salle de contrôle sur Terre. Ils nous communiquent leur position toutes les 15 minutes. Nous rentrons les données dans le système. Le logiciel développé par Nick Wilkinson permet de prévoir puis de suivre en temps réel sur la carte la progression des explorateurs à 1 mètre près. Tout un progrès par rapport au logiciel du programme Apollo. L'équipe Bravo se faufile dans les gorges autour du cratère, en partie inondée par la fonte du pergélisol. Le Humvee de Pascal, lui, explore un plateau qui ne porte pas encore de nom. On va s'arrêter à côté de la zone grise. Ouais, nous pourrions nous arrêter et prendre une photo panoramique. Qu'en penses-tu? Comme l'ont fait avant lui les astronautes d'Apollo, Andrew prend de nombreuses photos. Ces photos font partie du travail de cartographie obligatoire lorsqu'on découvre de nouveaux territoires. Il faut prendre des photos panoramiques, bien localiser les sites intéressants et aussi nommer les sites inconnus. Un privilège réservé aux explorateurs. Vas-y, trouve-lui un nom. Ça pourrait être le plateau ping-pong. Le plateau ping-pong? Ça me va. L'équipe Bravo est retardée par une banale crevaison.
Le temps pour le reste de l'équipe de souffler en admirant le paysage vierge. Cette vallée, qu'ils sont sans doute les premiers humains à traverser, va désormais porter un nom. La vallée de la planète des singes. C'est bon, d'accord. Allez, on va rejoindre Alpha. Allô, la base? Ici Alpha, vous me recevez? Oui. Le véhicule est en sécurité et nous vous demandons l'autorisation de faire une EVA. Parvenus sur le premier site d'exploration, Pascal et Andrew se préparent à sortir du Humvee pour aller faire une reconnaissance du terrain. Comme s'il s'agissait d'une véritable sortie extravéhiculaire sur la Lune, les deux explorateurs astronautes doivent respecter à la lettre les procédures de sécurité mises en place par la NASA. Il leur faudra réaliser leur mission dans les limites de temps que leur autorise le réserve d'oxygène. Je suis en contact visuel avec le véhicule. Pascal continue sa progression avec tous les outils. Par mesure de sécurité, Pascal et Andrew doivent toujours rester en contact visuel. L'un des membres du tandem explore et travaille, pendant que l'autre se tient prêt à l'aider ou à lui porter secours. Le scénario de l'EVA a été minutieusement prévu, geste par geste. Il est rappelé sur un petit carnet que chaque astronaute porte à son poignet. Lors des missions Apollo, il s'y trouvait aussi des blagues rafraîchissantes, glissées par les ingénieurs. Grâce aux directives de la base et aux photos satellites, Bravo peut emprunter un raccourci pour rattraper son retard, pendant que Pascal et Andrew continuent leur EVA. Pascal respecte la procédure complexe qui régit la collecte des échantillons. Ici, il doit d'abord placer un gnomon, une charte de couleurs qui permettra ensuite de retrouver sur les photos les couleurs d'origine. L'encadrement très strict des gestes des astronautes est un gage de sécurité et d'efficacité. Mais cela peut être un facteur de stress et brider l'instinct des scientifiques. L'histoire de la science est pleine d'heureux hasards qui ont débouché sur des découvertes. Je ramasse de nombreux échantillons. Ils ont l'air intéressants. Sur la Lune, le séjour le plus long a été de 3 jours et demi. Maintenant que la NASA envisage des séjours de plusieurs mois, il faudra probablement laisser plus de marge aux explorateurs, sous peine de les transformer en robots déshumanisés et de passer à côté de découvertes intéressantes. La sortie est terminée. La durée de l'EVA est de 39 minutes. Le Humvee est représenté en vert ici, et l'autre véhicule est en orange. Ils sont juste à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Ce cône bleu est le point de rencontre. Brian, ici Alpha. Nous venons de rejoindre l'équipe Bravo et eh bien, nous attendons vos instructions. Dans l'ensemble, le scénario de la NASA a démontré son intérêt et son efficacité, même si c'est avéré difficile de prévoir l'heure des retrouvailles avec précision. Toutes les données recueillies au cours de cette simulation vont être transmises à la NASA pour analyse. Les enseignements qui en découleront vont servir lors des prochaines simulations, comme celle qui se déroule régulièrement dans l'Arizona, avec le prototype du nouveau rover pressurisé. La Terre, ici Alpha. La simulation est terminée et nous allons rentrer à la base. Bravo, bon travail, hein? Merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup, Alpha. De notre côté aussi, nous avons vécu une belle expérience. Je pense que nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Ça a été une journée incroyable. Et la météo a été avec nous. C'était des paysages incroyables et vraiment uniques. Nous ne sommes pas perdus, personne ne s'est enlisé et nous avons bien géré les problèmes mécaniques. Et nous avons dû traverser une zone vierge. Nous n'avions ni piste ni chemin. Pour moi, ce qui m'a le plus enrichi cet été, c'était la planification et la simulation de ces extraordinaires explorations de longue durée qu'un jour nous allons faire sur la Lune. Ouais, nous avons réussi à accomplir tous nos objectifs à l'heure. Incroyable. La campagne de test est terminée. L'heure du retour à la civilisation approche. Chacun est partagé entre la joie de retrouver le confort moderne et la nostalgie de quitter ce lieu exceptionnel, pas tout à fait sur Terre.
l'île de Devon a tenu ses promesses et fourni un magnifique terrain d'expérimentation lunaire. Oh, je suis triste de partir. Tu vas nous manquer. Je suis à la fois heureuse et triste. Le groupe va se disperser. L'an prochain, une nouvelle équipe poursuivra les tests avec de nouveaux moyens. Tous ces scientifiques qui ont rêvé d'aller un jour sur la Lune ont peu de chance d'y parvenir. Mais tous pourront être fiers d'avoir participé à la conquête spatiale. Pascal sera le dernier à partir pour fermer le camp et le mettre à l'abri des ours baladeurs. Mais une surprise l'attend à son retour en Californie. Une surprise qui couronne une dizaine d'années de recherche et de tests. Évidemment, j'étais curieux de savoir comment notre travail à Devon pourrait aider à la mise au point du nouveau véhicule pressurisé. Le SPR, Small Pressurized Rover, est le nouveau véhicule d'exploration planétaire de la NASA. Il fourmille d'idées nouvelles et de trouvailles astucieuses. On sent bien que le chef de projet est un astronaute vétéran. Plus besoin de sas, les scaphandres s'encastrent dans les parois. On gagne du temps et de la place. Contrairement à la Jeep lunaire Apollo, c'est un véhicule habitable, une sorte de camping-car spatial. On peut y dormir, y manger, et même faire de la géologie sans sortir grâce à ces larges baies vitrées. J'ai été vraiment heureux lorsque j'ai reçu un appel téléphonique me demandant si j'accepterais de faire partie de l'équipage du rover en Arizona. Il y avait 400 candidats. Pascal a d'abord passé une batterie de tests à Houston. Et finalement, l'expérience acquise sur l'île de Devon lui a permis d'être sélectionné. Pascal a alors suivi un entraînement à la NASA et il fait maintenant partie des 4 seuls terriens capables de conduire le rover pressurisé. Cette mission a été vraiment extraordinaire. C'était non seulement une récompense pour ce que nous avons accompli sur l'île de Devon, mais aussi pour tout le dur travail que j'ai fourni depuis des années. C'était un moment exquis pour moi. L'opiniâtreté, nourrie par la passion, a fini par porter ses fruits pour Pascal. Il conduira peut-être en 2020 un rover de la NASA au milieu des cratères de la Lune. Mais auparavant, 10 ans de travaux sont encore nécessaires pour achever le programme Constellation. Alors, la Lune pourra devenir l'avant-poste permanent de la conquête spatiale.